Bonjour et bienvenue dans Dis-le quand même, ton espace de parole anonyme, sans filtre et sans pression. Tout au long du mois de janvier, vous avez pu vous exprimer sur le thème de la santé physique et sexuelle. Et aujourd'hui, pour répondre à toutes les questions, on accueille Zoé de Avenir Santé. Salut à tous, je suis Zoé, j'ai 25 ans, je suis chargée de prévention chez Avenir Santé. C'est une association qui traite de plein de thématiques de prévention, tout ce qui va être les addictions, la vie affective et sexuelle, la sécurité routière et les risques auditifs. Donc nous, on se déplace en milieu scolaire et festif pour distribuer plein de matériel de prévention, dont une partie est là, et pour rencontrer les jeunes et répondre à leurs questions. Donc première question, comment ne pas attraper de maladie, herpès par exemple, lors d'un premier bisou? C'est vrai que c'est possible d'attraper des virus ou des maladies via les sécrétions buccales. Pour ce qui est de l'herpès, c'est une maladie dont on ne guérit pas malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps contagieux. Cette maladie, elle fonctionne par crise, donc elle est en dormance la plupart du temps. Et quand on a une crise, ça se matérialise par un bouton de fièvre ou par des lésions au niveau de la zone intime. Et c'est que à ce moment-là en fait que la maladie est contagieuse. Donc c'est pas parce qu'on va faire un bisou à une personne qui a de l'herpès et qui a des boutons de fièvre de temps en temps, qu'on va forcément être contaminé par cette maladie. Par protection, j'entends si c'est au niveau de la bouche, pas de bisous, pas partager de verre. Et pour tout ce qui va être rapport sexuel, vraiment se protéger avec des préservatifs qui soient internes, à disposer à l'intérieur du vagin, ou externes, classiques. Et aussi pendant les rapports oraux. Donc ça veut dire que fellation, c'est avec préservatif. Et pour rapport oral, sur une vulve, on peut fabriquer une digue dentaire à partir d'un préservatif. Donc une digue dentaire, c'est un outil qui va permettre de protéger la zone au niveau de la vulve pour pas avoir de contamination et de rapport direct entre la bouche et la vulve de la personne. Donc pour ça, je prends mon préservatif que je déroule et ensuite avec un ciseau propre, je viens faire une découpe assez nette jusqu'au bout. Et ça nous donne une petite surface qui peut être déposée sur la vulve de la personne et qui permet d'avoir un film entre la bouche et les parties génitales de la personne qui potentiellement peut être contaminée. Et ça vaut pour tous les rapports sexuels, pas pour l'herpès, ça protège de toutes les maladies. Deuxième question, comment ne pas être gêné en allant chez le ou la gynécologue? Déjà, je pense que c'est important de dire que c'est normal d'avoir une appréhension à la première consultation parce que c'est quand même un professionnel de santé qui va rentrer dans une sphère qui est très intime. Donc c'est important de connaître ses limites et ses droits avant d'y aller. C'est qu'avant 25 ans, c'est pas obligatoire d'avoir un examen physique. Donc ça veut dire qu'on peut se rendre chez le ou la gynéco ou d'ailleurs médecin et sage-femme pour juste parler de sa contraception, de sa vie sexuelle de manière générale. Pour autant, s'il y a besoin d'un examen physique, toujours garder en tête que c'est ok de dire non, c'est ok de dire stop, même si l'examen a commencé, c'est possible de tout arrêter. Information hyper importante, il y a un site internet qui s'appelle France Genre, qui recense tous les professionnels de santé qui sont safe et LGBTQIA+ friendly. Troisième question, comment prendre soin de ma vulve ou de mon pénis? C'est une très bonne question parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Et globalement, l'idée, que ce soit pour vulve et pour pénis, c'est de pas trop en faire. Le nettoyage à l'eau quotidien, ça reste quand même la meilleure option. Une toilette par jour, pas plus, sauf s'il y a des inconforts, la chaleur ou du sport par exemple. Pour ce qui est du pénis, si vous n'êtes pas circoncis, sous le prépuce aussi, c'est important. Pour la vulve, tout ce qui va être s'essuyer après les toilettes, plutôt de l'avant vers l'arrière pour éviter la contamination bactérienne. Et autre info hyper importante, jamais de toilette interne. Le vagin, il est auto-nettoyant. Et pour les deux, que ce soit pénis ou vulve, des sous-vêtements de coton, pas trop serrés pour éviter les irritations, et changer tous les jours. Et dernière information importante, on a tendance à penser qu'une zone intime propre, c'est une zone intime épilée ou rasée. C'est pas le cas. Les poils, c'est important. Ça permet de faire une barrière justement à tout ce qui va irriter la zone de manière générale. Et si jamais il y a quand même des inconforts et de la gêne, pas hésiter à consulter un médecin. Quatrième question, est-ce que la taille ou la forme du pénis, ça compte? On est bercé de représentations, que ce soit le porno ou sur les réseaux sociaux de manière générale, de pénis qui ne sont pas forcément la norme. On voit beaucoup de pénis qui sont très grands et très gros, mais fort heureusement, les gens dans la vraie vie qui ont une sexualité savent que c'est pas ça la norme. Je dirais que la taille et la forme, ça compte pas tant que ça. On a tendance à sacraliser le rapport sexuel à travers la pénétration vaginale, alors que c'est pas le cas. Il y a plein de choses à faire. Le tout, c'est de bien communiquer avec son ou sa partenaire. Vous avez des mains, vous avez une bouche, il y a plein de choses à faire et il faut arrêter de juste
rester focus sur la taille du pénis parce que la sexualité n'est pas résumée qu'à ça. Même au contrario, avoir un rapport avec un pénis qui peut être très imposant, ça peut aussi mener à des irritations et à plein de choses si jamais il n'y a pas eu de préparation en amont. Un rapport sexuel n'est pas défini par la durée du coup de l'érection, ça ne s'arrête pas quand il y a eu éjaculation, ça s'arrête quand les deux personnes l'ont décidé, tant que c'est consensuel, que tout le monde est OK. Il y a plein de pratiques qui sont super chouettes à faire et c'est important de le rappeler. 5e question, c'est quoi le body count et est-ce que c'est important? Le body count, c'est un terme qui est utilisé pour parler du nombre de partenaires que les personnes peuvent avoir dans leur vie, partenaires sexuels. C'est souvent induit une idée de bonne mœurs ou de pureté derrière la question. Mais en fait, vous n'êtes pas rapporté à votre sexualité, votre body count ne vous définit pas. Avec ce concept, il y a un double standard de genre où un homme, du coup, qui aurait un body count important, ça va être des fois valorisé, alors qu'une femme qui a un body count important, on va tout de suite la juger sur ses mœurs ou sa pureté. Et c'est hyper pas OK. Toutes les sexualités sont OK tant que c'est consensuel et que ça fait plaisir. 6e question, c'est quoi le consentement? Le consentement, c'est un mot dont on entend de plus en plus parler et c'est super puisqu'on parle là du respect du corps et des limites d'une personne. C'est un mot qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie, à tous les âges. La définition exacte, c'est l'action de donner son accord à une action ou un projet. Et donc ça va pour tous les contacts physiques de manière générale, que ce soit faire la bise, faire des guillis, toujours demander le consentement de la personne. Et dans un contexte sexuel, c'est primordial. Le consentement, il doit être libre, donc pas d'emprise, pas de manipulation, pas de contrainte, pas d'incitation. Éclairé, c'est-à-dire que si vous avez un rapport avec une personne, la personne doit du coup avoir toutes les informations qui sont pertinentes qu'elle ait pour qu'elle puisse du coup adhérer à ce rapport, que ce soit sur vos dépistages d'IST ou autres problématiques qui pourraient intervenir à ce moment-là. Volontaire, donc pareil, la personne n'est pas contrainte. Réversible, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a dit oui à un moment qu'on n'a pas le droit de changer d'avis. À tout moment, c'est possible de faire machine arrière. C'est pas parce que la personne a dit oui au début que ça vaut pour toutes les positions, pour toutes les pratiques. Et enfin, enthousiaste, parce qu'il faut avant tout en avoir envie pour dire oui. Donc vraiment, s'il y a des choses qui ne sont pas tolérées, c'est la manipulation, la pression, les incitations, le chantage et la culpabilisation. On n'a pas le droit de faire culpabiliser son partenaire de ne pas avoir envie. C'est interdit. Et c'est très important de ne pas se forcer pour faire plaisir à l'autre personne parce que c'est s'oublier. Et le corps, il t'appartient à toi et à personne d'autre. Donc personne ne peut te juger ou te reprocher d'avoir envie ou de ne pas avoir envie. Avant de passer à la suite des questions, je voudrais faire un trigger warning si jamais tu n'es pas à l'aise avec les sujets comme le harcèlement, l'agression sexuelle ou le viol. On va rentrer dans une partie de questions qui est un peu plus compliquée. Donc n'hésite pas à quitter la vidéo dès maintenant et puis force à toi. Et voilà. 7e question. Exciter son partenaire qui a dit non, est-ce du harcèlement? Dans un couple, c'est OK de verbaliser ses envies et de dire à la personne quand on a du désir. Mais le verbaliser, ça veut dire qu'on est OK de recevoir n'importe quelle réponse de son partenaire, oui ou non, et de l'accepter. Parce que c'est important de préciser que le consentement, il n'est jamais acquis pour personne, que tu sois en couple depuis 6 mois, 1 an, 15 ans, ton corps, il t'appartiendra toujours, tu n'as la possession de personne. C'est important de préciser qu'il peut y avoir des viols dans le cadre conjugal, ça s'appelle un viol conjugal, justement. C'est tout aussi grave que toutes les autres formes de viol, mais c'est malheureusement extrêmement banalisé. Donc c'est important de se rappeler que même en couple, le consentement, c'est impératif. D'autant plus que depuis janvier 2026, donc très récemment, l'Assemblée nationale a voté la fin du devoir conjugal dans le couple, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de devoir du sexe à qui que ce soit, même en étant marié. Toutes les envies, tous les désirs, toutes les sexualités sont entendables et on ne peut pas te le reprocher. 8e question. Comment se reconstruire et reprendre sa vie sexuelle après des violences? Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse et de bonne procédure après avoir subi des violences. Chaque personne et chaque situation est différente. Le principal, c'est avant tout de se respecter, d'être indulgent avec soi-même. C'est important de se rappeler que c'est jamais la faute de la victime, c'est toujours la faute de l'agresseur. Ni une tenue, ni une consommation d'alcool ou de quoi que ce soit d'autre peut être reproché si jamais tu as subi une violence, toi ou quelqu'un que tu connais. C'est primordial. Idéalement, ça peut être bien d'en parler déjà à ses proches pour être bien entouré de personnes de confiance, éventuellement auprès d'un psychologue, d'un psychiatre. Il y a des dispositifs qui existent, comme Mon soutien d'un psy. Ça te permet de voir un professionnel de la santé mentale sans avoir à payer. Pareil, si tu as une mutuelle, c'est aussi possible de se faire rembourser les consultations.
C'est important de se faire accompagner dans ce processus-là. Il y a des dispositifs aussi qui existent d'écoute et de parole. Ça peut souvent faire du bien de parler de ce qu'on a vécu. Je pense à la Maison d'Ella, qui est tenue par le Cassis, du coup, à Bordeaux. Le planning familial, c'est aussi possible d'aller les rencontrer pour parler de ce genre de violence, du coup, avec des personnes de confiance qui seront aiguillées ou même te réorienter vers des professionnels. Et si tu as le courage, ça peut être potentiellement bien aussi d'aller porter plainte. Sache que les violences sont pénalement répréhensibles, donc tu es en droit de porter plainte. Pour ce qui est de la vie sexuelle, pareil, le tout c'est de s'écouter, de trouver des personnes de confiance, de ne pas aller trop vite, c'est ok d'essayer, de finalement se rendre compte qu'on n'est pas prêt, de retenter. Il n'y a pas de délai de guérison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Le tout, c'est d'être indulgent et de s'écouter. À la personne qui nous a envoyé son témoignage et à toutes les personnes concernées qui arriveront à cette question, force à vous, on est avec vous, on vous croit. Oui. Et voilà. 9e question, comment aider une personne victime d'un viol ou d'une agression sexuelle? Un peu même réponse que la précédente, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Et il y a autant de réactions et de situations que de personnes victimes. Dans tous les cas, si tu vas accompagner une personne qui a été victime du coup de violence, le tout c'est d'être un soutien. Ça peut vouloir dire plein de choses. Je pense que quand on connaît la personne et qu'on communique bien avec elle, c'est là qu'on arrive à identifier le meilleur soutien qu'on peut être pour il ou elle. Pour respecter ses besoins et avant tout la rassurer, valoriser sa parole, jamais remettre en question. Éventuellement, si la personne elle est victime de violence, elle peut ne pas avoir conscience de ses droits et des dispositifs qui peuvent l'aider. Donc si toi, tu es en capacité de l'aider, tu peux toi aussi faire des recherches sur les démarches à suivre, que ce soit du coup auprès de la justice ou auprès de soutien de psychologues. 10e question, que faire si je me sens en danger? Déjà, c'est important de dire qu'aucune agression ne sera la faute de la victime, encore une fois. Donc, ne pas responsabiliser les victimes. Mais il y a des petits trucs et astuces à faire pour éviter de se sentir en insécurité. Donc, en contexte festif, donc avant d'aller à une soirée, c'est important de ne pas aller en soirée seule, de prévenir les trajets que tu vas faire, de prévoir à l'avance où est-ce que tu vas dormir ou comment tu vas rentrer, partager ta localisation à des gens de confiance. C'est hyper important, les prévenir si jamais tu pars quelque part. Téléphone chargé, accessible, hyper important pour prévenir en cas de besoin ou pour se localiser si jamais tu finis quelque part où tu n'avais pas prévu d'être. Surveiller son verre, il existe des protections de verre qu'on peut mettre du coup sur les éco-cups, ça évite que qui que ce soit mette quoi que ce soit dans ton verre sans que tu t'en rendes compte. Et de manière générale, éviter de s'isoler avec des inconnus. C'est pas parce qu'on rencontre des gens qui ont l'air chouettes en soirée qu'on peut s'isoler avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Et surtout, avant tout, faire confiance à ses ressentis. Si on ne se sent pas safe, si on sent qu'il y a un malaise, se rapprocher de gens de confiance, pas s'isoler et globalement prévenir de manière générale si jamais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, si c'est dans des lieux publics, il existe des dispositifs comme Demander Angela, c'est dans les commerces, dans les bars, dans les tabacs. Il y a souvent des petits macarons à l'entrée avec marqué Demander Angela. Ça veut dire que les personnes qui travaillent à l'intérieur sont formées pour intervenir en cas de problème. Et enfin, il y a une application qui s'appelle Sorority, où du coup, il y a seulement des femmes dessus. Et c'est possible du coup d'envoyer un message en cas de problème en étant à l'extérieur. Et du coup, les femmes autour qui ont l'application vont pouvoir du coup venir te rejoindre et du coup essayer de t'aider dans la mesure du possible si jamais tu as un problème. Mais merci beaucoup Zoé pour tes réponses et ton intervention. Et je te laisse le mot de la fin. Merci en tout cas pour la confiance de tous les témoignages qui ont été donnés, toutes les questions qui ont été posées. C'était un plaisir d'y répondre. J'espère qu'on aura pu apporter un certain nombre d'informations qui étaient importantes pour vous. Merci de m'avoir reçue et prenez soin de vous, sortez couverts.